France Maghreb 2. Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous assure que c'est un réel plaisir d'attendre avec impatience tout au long de la journée 16h10 pour que, ça démarre, pour que cette émission, qui est la vôtre avant tout évidemment, puisse démarrer avec tous ces sujets que l'on évoque ensemble, parfois des petits focus. Bienvenue à tous et toutes sur France Maghreb 2, c'est parti jusque 18h pour votre rendez-vous de fin d'après-midi, pour faire le point un petit peu sur cette actualité chaude, ensemble avec vous, avec vos appels aussi dans le cadre de cette émission et notamment tout à l'heure dans Libertad au 01 40 33 9000. Je vous promets un Libertad d'ailleurs un peu plus long que d'habitude puisque je suis seul aujourd'hui, mais ravi d'être avec vous. Loin d'être seul puisque vous êtes de nombreuses personnes, oui. On va essayer de parler français quand même, hein. Vous êtes de nombreuses personnes à écouter l'émission Derrière le poste et en tout cas je vous souhaite la bienvenue où que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez. Soyez les bienvenus. Voici le sommaire de cette émission. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, accusé de prôner des discours qui légitiment le djihad armé, la mosquée El Souna à Marseille a été fermée par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône quand le préfet ordonne la fermeture de la mosquée El Souna. Nous reviendrons sur cette affaire. Algérie, la rue gronde dans les régions berbérophones puisque depuis quelques jours des marches organisées par des étudiants lycéens se succèdent en Kabylie et dans le pays, Chaoui également, pour protester contre le blocage par le Parlement algérien d'un amendement visant la promotion de Tamazight, pourtant hissé en 2016 au rang de deuxième langue officielle du pays. Invité tout à l'heure, Djibril du comité Ahmed Halt au massacre en Birmanie. Il est parti sur le terrain rencontrer les Rohingyas et on fera le point sur les nécessités dont ils ont besoin. La question LGF, Jérusalem, toujours et encore, est capitale de la Palestine. La réponse des pays musulmans face à la décision américaine qui encourage Israël à violer le droit international. Est-ce une bonne réponse selon vous? Vous répondez à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Enfin et pour terminer tout à l'heure, Libertad, vous aurez la parole en toute liberté au 01 40 33 9000. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans ce grand forum jusque 18h, votre talk de fin d'après-midi, votre rendez-vous fidèlement au poste comme chaque jour d'ailleurs. Et je vous propose de démarrer pour un bon plan, j'ai envie de dire, pour ce soir, parce que ça se passe évidemment près de chez vous à Paris. Nous sommes avec au téléphone Isabelle Grenet. Bonjour Isabelle. Bonjour Christophe, comment vas-tu? Ça va très bien Isabelle, vous êtes réalisatrice du film Fadjara, Calais sur le chemin de l'espoir, qui va être projeté ce soir à Paris. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est à l'invitation d'Attaque qui me reçoit dans le 19e, donc au centre d'animation de la place des Fêtes, 2-4 rue des Lilas. Voilà. Très bien, c'est ce soir. Je vais pouvoir y présenter un film que j'ai tourné tout du long de ma présence dans la jungle à Calais de septembre 2015 à octobre 2016. Ouais, oui, vous avez évidemment pu nous ramener des images terribles. En fait, oui, j'ai ramené des images terribles parce que les conditions de vie étaient particulièrement indignes et difficiles. Mais aussi, j'ai ramené de très belles images de la solidarité humaine. Ouais, ça, c'était assez fantastique, ça fait chaud au cœur. Toujours engagé finalement envers les migrants, les réfugiés. Ça, c'est votre, j'ai envie de dire, c'est votre chemin de croix, si je peux m'exprimer ainsi. Disons qu'il a été au moins pendant 2 ans et puis encore là toute cette année finalement depuis octobre 2016. On est en décembre 2017 et je suis toujours dans le bain parce que une fois les images tournées, il a fallu les sortir du disque dur, des cartes mémoire et faire le montage et ensuite porter ce film pour susciter le débat, l'échange et l'information, ce qui fait que oui, au bout du bout, on peut dire que c'est un chemin de croix parce que finalement, je suis encore immergée je suis encore immergée dans la jungle quelque part mais bon, c'est pour dire aux gens tout ce qui a existé et tout ce qui existe encore aujourd'hui malheureusement. Et il faut qu'on se mobilise, qu'on aide tous ces gens-là qui sont sur le chemin de l'exil pour les aider à avoir une vie meilleure. Isabelle, il n'a pas été difficile de tourner comme ça dans cet endroit un peu difficile d'accès, on le sait, insalubre.
Quelles ont été les conditions de tournage? Bah, ça a été super dur en fait, Christophe. Du coup, il faut bien se dire que bon, moi je suis une femme, donc déjà c'est assez difficile parce que c'était quand même un milieu où il y avait 85% d'hommes, voilà. Donc au début, forcément, les gens ils n'avaient pas envie de se faire prendre en photo. Bien sûr, ils avaient encore moins envie de se faire filmer. Oui. Et du coup, ils ont appris à me connaître. Moi, j'ai appris à les connaître et il y a une relation de confiance qui s'est instaurée. Et de respect mutuel. Et donc, quand ils ont vu que je restais là, que j'étais pas simplement de passage, que j'arrivais pas à midi, et puis que je rentrais pas le soir à mon hôtel. Moi, j'ai vécu un an de bidonville. À Calais, il fait très froid là-bas. Vous avez vécu en immersion, on peut appeler ça comme ça. Vous êtes rentré en immersion finalement. Bah oui, on peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça de l'immersion. Oui, j'étais dedans. J'allais pas à l'hôtel. J'ai vécu au début. On le voit dans Fadjara. J'ai vécu dans une tente. Ensuite, j'étais dans ma voiture. Après, dans une tente, dans des cabanes. Voilà, c'était difficile. J'ai vécu le froid, j'ai vécu les agressions des CRS, les tirs de grenades lacrymaux qui mettaient le feu aux tentes, qui nous asphyxiaient carrément. Ouais. J'ai vécu et tout ça on le voit. Terrible, quoi. C'était super dur. Mais j'ai aussi vécu des moments super chaleureux avec eux et aujourd'hui, je me dis que il y a que grâce à ces moments de solidarité énormes qu'on a pu tous tenir le choc. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Et tout ça, on le voit évidemment, tout ce que vous traduisez, on le voit dans le film Fadjara qui sera produit donc ce soir, qui sera projeté ce soir à Paris dans le 19e à Paris. C'est quoi? C'est un film documentaire, Isabelle? Bah oui, on peut dire ça comme ça parce que documentaire, oui, j'apporte une documentation finalement à l'histoire, toute modestie bien sûr gardée, mais oui, parce que si on se rend aujourd'hui sur le camp, il n'y a plus rien. La nature a repris ses droits suite à l'expulsion du bidonville. Donc c'est une page de notre histoire. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous avez des nouvelles de ceux que vous avez rencontrés justement à Calais, avec qui vous avez tourné, avec qui vous avez partagé des moments? Oui, on reste en contact parce que il faut bien se dire que quand on a vécu tout ça ensemble, on a noué des liens qui sont indestructibles en fait. C'est des moments qu'on a vécu, des moments très forts et toute cette affection, cette amitié. On pourra jamais oublier. C'est juste pas possible, quoi. En tout cas, c'est ce soir, donc le film sera projeté, un film réalisé donc par Isabelle Grenet, Fadjara à Calais sur le chemin de l'espoir. C'est à Paris dans le 19e. C'est à quelle heure? L'adresse? Dites-nous tout, Isabelle. Oui, alors c'est donc 2-4 rue des Lilas. Ouais. Donc au centre. Alors attends, je vais lire la fiche. C'est au centre d'animation Place des Fêtes, voilà, à l'invitation d'attaque Paris 19-20e. Centre d'animation Place des Fêtes, c'est à partir de quelle heure? 19h30 à l'ouverture des portes. Donc il y a la projection qui est entrée à prix libre. Et ensuite, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, pour moi Fadjara est un outil et dont on se sert, qu'on peut s'approprier pour échanger, pour débattre, voilà, pour s'informer et aussi des assos et des fois il y a des gens qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire, je dis voilà, il y a tel et tel asso, vous pouvez aider à la mesure de vos moyens au niveau du temps, voilà. Des moments d'échange en fait. Dernière question, Isabelle, quelle est votre actualité là? Vous êtes sur un autre projet? Oui, Christophe. Donc là, je termine des projections. Il y a la prochaine projection, si j'en ai pas d'autres entre-temps, aura lieu le 3 février à l'invitation d'une association qui s'appelle Un autre chemin à Villeneuve-la-Guyard. Ce sont des gens fantastiques qui sont mobilisés autour de Fadjara. C'est incroyable ce qu'ils font.
Donc il y aura un dîner, un repas partagé, des musiciens qui vont venir jouer, un monsieur soudanais qui a appris la chanson C'est déjà ça d'Alain Souchon qui va nous l'interpréter. Et puis bien sûr il y aura la projection de Fabera, c'est fabuleux ce qu'ils ont fait, vraiment. J'en suis émerveillée, quoi. Je me dis mais ouais, c'est chouette, quoi. Bon, donc, eh bien écoutez, rendez-vous donc ce soir à partir de 19h30 dans le 19e à Paris, place des Fêtes, pour la projection de ce film dont vous êtes la réalisatrice, Isabelle Monet. Fadjara, Calais sur le chemin de l'espoir, c'est le titre du film. Donc vous invitez tous nos auditrices et nos auditeurs donc à venir le voir et partager ces bons moments en direct. Merci beaucoup Isabelle et bonne chance pour la suite. Merci Christophe. Je reviendrai vers vous pour la suite parce que je compte bien partir au Mali tourner un film documentaire sur la condition de vie des malades de la lèpre. Très bien. Et voilà, donc je vais partir incessamment sous peu. Après la projection qui a lieu à Villeneuve-la-Guyard, justement. D'accord. Et un repérage 3 mois là-bas. Et puis après, je reviendrai pour finaliser ça. Donc on se reverra peut-être. Avec grand plaisir, Isabelle. D'ici 1 an et demi, parce que ça prend beaucoup de temps. Bah oui, évidemment. En tout cas, bon courage et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup, Isabelle. À bientôt. Merci Christophe, à bientôt, merci beaucoup. Voilà, petite soirée en perspective très intéressante. Voilà, Liami du cœur, hein, pour réaliser ce film, vous l'avez compris, elle est rentrée en immersion avec les habitants de Calais à l'époque, bien sûr. Merci d'être avec nous en direct avec cette question du jour. Bon, alors on en attendait beaucoup de ce rendez-vous d'hier à Ankara, enfin Istanbul, en Turquie. Bah finalement il en est sorti quoi? Pas grand chose, si ce n'est que effectivement on reconnaît Jérusalem, enfin on invite à reconnaître Jérusalem comme capitale palestinienne, ce qui ne fait absolument pas trembler Netanyahou et ses sbires. Pour le coup, est-ce que c'était la bonne réponse? Est-ce que c'est une bonne réponse? C'est la question que je vous pose moi aujourd'hui sur Facebook, ainsi que sur Twitter pour y répondre à cette question. Est-ce que la réponse est vraiment appropriée, j'allais dire, à l'urgence du moment? Vous répondez à cette question et vous pouvez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis, en tant qu'ami. Tiens, pourquoi pas. 01 40 33 9000, n'hésitez pas bien sûr par rapport à cette réponse. J'avoue que quand même beaucoup ont été déçus par rapport à cette invitation d'Erdogan, et on attendait à ce qu'il aille plus loin, quoi, parce qu'il y avait les paroles, mais dans l'action c'est un peu plus mesuré pour le coup. C'est beaucoup plus timide, on va dire, que en tout cas la parole qu'il a énoncée, les mots forts qu'il a employés, on pensait que l'action allait être forte. Eh bien, j'avoue qu'on a été assez déçus pour le coup. Vous nous appelez 01 40 33 9000 pour nous donner donc votre avis sur cette réponse de ces 40 pays de la coopération islamique qui étaient invités hier par Erdogan. 40 ont répondu présent sur 57 pays membres. Bon, et bien voilà, un petit peu. 01 40 33 9000, allô, bonsoir. Allô, bonjour. Oui. Bonjour madame. Oui, Fatima. Oui, mais j'étais très contente d'entendre Fayrouz tout à l'heure. Ah oui. J'étais très très contente, très. Mais je voulais vous dire, mon fils, que pourquoi dans le monde arabe, il y a normalement le roi Mohamed VI et le roi de Jordanie, qui sont les descendants du prophète, alayhi salatu salam. Normalement, ils devaient faire tout haut et fort, plus fort que tout le monde. Et les autres, ils suivront. Voilà. Ouais, mais c'est ça que je voulais dire. Vous savez, Fatima, vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, le Maroc entretient des relations avec Israël, donc il est compliqué. Alors c'est vrai que le roi Mohamed VI a dénoncé, bien sûr, cette prise de position de Donald Trump par rapport à Jérusalem, mais peut pas aller beaucoup plus loin, quoi. Non, c'est-à-dire, je sais, ils ont signé quelque chose entre eux, mais pas pour le Quds, que ça soit comme ça. Voilà, ouais. C'est ça le problème. Bon, ben voilà. Merci en tout cas, Fatima, merci beaucoup. Et merci beaucoup, on la réécoutera. Que vous restez toujours comme ça, Inch'Allah. Merci beaucoup, Fatima. Allez, au revoir. Et on la réécoutera. Vous inquiétez pas, Fellows. Si on peut en faire même un générique, on le fera, c'est pas un problème. C'est une magnifique chanson, sur El Quds. 01 40 33 9000. Tiens, j'invite tous les Marseillais qui nous écoutent là, c'est extraordinaire quand même, à Marseille, notamment du Rhône, Olivier Demazière, qui vient d'ordonner la fermeture provisoire de la mosquée Al-Souna.
à Marseille 20 minutes. Il est reproché au lieu de culte des prêches qui légitiment le djihad armé. Le préfet de police a reçu, selon l'arrêté, l'imam de la mosquée, également président de l'association qui gère le lieu de culte, arrivé d'Algérie il y a un peu plus de 35 ans. Eldadi Doudi est une référence du salafisme quiétiste. Selon les autorités, la teneur de ces prêches depuis plusieurs années a conduit plusieurs fidèles de la mosquée à rejoindre la zone irako-syrienne. L'imam aurait également reconnu avoir produit des écrits qui auraient pu inciter à la haine. Selon Libération, le Conseil régional du culte musulman CRCM de PACA attendait depuis longtemps plutôt cette décision. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône estime que des discours de l'imam appellent à la défaite et à la destruction des mécréants, incitent à l'application de la loi du talion à l'encontre de ceux qui combattent Dieu et son prophète et à l'égard desquels la sentence de Dieu est la mort. Ou encore présente les juifs comme des impurs, les frères des singes et des porcs, et incite à penser la formule Allahu Akbar dans les lieux publics pour effrayer les mécréants. Voilà, ce sont là les dires, je referme les guillemets, de ce qui est rapporté. Eldadi Doudi donc a toujours pourtant tenu à dénoncer le terrorisme. En novembre 2015, il avait signé un communiqué pour condamner les attentats en Île-de-France, mais la préfecture de police a voulu freiner l'influence d'El Souna. Dans son arrêté, elle indique que l'imam avait pour ambition de faire de la mosquée El Souna le plus grand lieu de culte musulman de Marseille en effectuant des acquisitions immobilières facilitées par une association de salafistes de Nice. L'imam est également visé pour avoir usé de pression pour collecter d'importantes sommes d'argent, notamment en appelant ses fidèles au don en précisant qu'il accepterait de l'argent sale. La mosquée El Souna accueille 400 fidèles et serait l'une des plus fréquentées de la ville de Marseille. Interrogé par 20 minutes, Samir Angar, qui est sociologue à Bruxelles, indique que l'imam a la réputation de prôner un islam ultra-orthodoxe, mais en s'abstenant de systématiquement parler de politique. Il est très critique envers le djihad. La fermeture est prévue pour une durée de 6 mois. Accusé donc d'avoir pris une décision politique par certains. Si l'imam est connu depuis si longtemps pour sa présumée radicalité, pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour faire fermer le lieu de culte? C'est la question qu'on peut évidemment se poser. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône refuse en tout cas de commenter évidemment sa décision. Je précise que Abdallah Zekri, qui fait partie du CFCM, a eu des mots très durs ce matin en disant que ça fait longtemps effectivement qu'il avait demandé et qu'il attendait que cet imam soit écarté de cette mosquée. Alors peut-être pas forcément la fermeture, mais en tout cas qu'il soit écarté, qu'il a été un des fondateurs du GIA et qu'il a été indique aussi des renseignements généraux français. Voilà, donc Abdallah Zekri a eu des mots très durs et a fortement condamné le comportement en tout cas de ce monsieur. Vous êtes peut-être de Marseille, vous pouvez nous appeler pour nous dire un petit peu comment est ressentie cette affaire sur place. 01 40 33 9000. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir Christophe. Bonsoir. Pourquoi t'as pas accepté mes notes hier quand je t'ai appelé? Tu m'as coupé les paroles. Je t'ai dit c'est des blablabla, des Erdogan. Tu m'as coupé les paroles à l'antenne, Christophe. Non, je t'ai pas coupé, je t'ai laissé finir. Non, mais après t'as rien dit. T'as fait passer Kamal pendant 2-3 minutes. Qu'il parle autour de rond, je sais pas, il parle de quoi. Mais quand je t'ai parlé de ta question du jour, je te donne les notes, je te donne la vérité, Christophe, à l'avance. T'as pas accepté, pardon. On dit pas, je t'ai donné la vérité parce que personne ne la détient et tu ne prétends pas, j'espère, en tout cas, détenir la vérité, mon cher ami. Attends, Christophe, donc chacun a sa vérité, chacun a sa conception, chacun a sa manière de voir les choses. Et qu'est-ce que tu viens de dire tout à l'heure sur l'antenne? C'est la vérité que je te donnais hier. Et ça va rester comme ça, Christophe. Ça va rien changer. Ouais. Mais tu savais pourquoi? La Turquie, ils font tout ce qu'ils veulent pour satisfaire leur commerce avec les pays arabes. Pas plus, pas moins. Ils ne peuvent pas couper la relation avec Israël. Ils ne peuvent pas. Parce que les Américains sont derrière, Christophe. Acceptez la réalité. Arrêtez de compter sur quelqu'un qui raconte de mensonges. Il faut accepter la réalité. Autre chose, Christophe. Allô? Oui, je t'écoute. On t'écoute. Autre chose. Il faut accepter la réalité en face. Aujourd'hui, Trump, il a jamais donné Jérusalem pour Israël. Les Israéliens, ils ont la main sur le Jérusalem de 1967. Il a officialisé les choses. Et les pays arabes, ils sont d'accord. Les pays arabes, ils ont des armes énormes. Ils ont l'arme énorme, ils ne peuvent pas les utiliser. Ils ne peuvent pas. C'est la Coréen là-dedans, Christophe. Vous êtes en train d'attaquer Israël. C'est pas Israël qui a décidé de faire ça. C'est Trump. Il faut attaquer les Américains. C'est pas les Israéliens qu'il faut l'attaquer. Pourquoi on cherche toujours autour?
Pourquoi on n'est pas direct, Christophe? C'est ça, on doit être direct devant la réalité face à face. Deuxième chose, dernière chose, après je te laisse tranquille, je te promets. La dame qui l'a passé à l'antenne tout à l'heure, qui l'a dit, le roi de Maroc et le roi de Jordanie, ils ont les descendants des prophètes Mohammed. C'est fou. C'est une histoire qu'ils ont inventée de tour de roi. Et pourquoi t'as accepté à dire ça sur l'antenne sans la preuve? C'est fou, c'est pas vrai. C'est des histoires qu'ils ont inventées autour. Aucune preuve aujourd'hui qui prouve que le roi de Maroc, soit le roi de Jordanie, et les descendants de le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Merci. Dit, eh bien, c'est dit. C'est dit. Allez. À bientôt. À bientôt, j'espère. Au revoir. 01 40 33 9000. Non, parce que je reprends cet auditeur quand il nous dit c'est la vérité. Ça peut paraître comme un peu être prétentieux. La vérité, elle n'est jamais une vérité absolue. Je veux dire, une vérité, ça peut être notre vérité à nous que l'on partage ou pas d'ailleurs avec les autres, mais personne ne peut détenir la vérité quand on n'a pas forcément toujours les tenants et les aboutissants des choses. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Quel est votre prénom? Amar. Amar. Vous nous appelez d'où, Amar? De Saint-Denis. Très bien. Qu'est-ce qui vous amène, mon cher Amar? Moi, je vous emmène pour en revenir à Trump avec, oui. Avec l'autorisation de de lui-même qui décide que Jérusalem, ce sera la capitale d'Israël. Voilà. Mais pour en venir à ça, ça c'est fait. Mais en attendant, les Arabes ne veulent rien faire pour les Palestiniens. Il faut peut-être se dire, c'est Amar, hein, c'est ça votre prénom, oui, que les Arabes finalement, on le voit au travers de ce qui s'est passé. Les pays arabes, on parle pas des peuples, hein, attention, on parle des pays arabes, des dirigeants arabes. Non, que faire de la cause palestinienne, force est de constater, hein. Quand je dis les pays arabes, je parle des dirigeants arabes. Oui, et ben ils en ont absolument rien à faire de la cause palestinienne, force est de constater. Le problème de la Palestine, ça fait 70 ans qu'on nous met au tapis, et puis ça fait 70 ans que la solution, personne la trouve. Là, Erdogan est bien gentil, les Égyptiens sont bien gentils, les Jordaniens sont bien gentils, hein, ils reconnaissent Israël, mais là, la seule solution, c'était que le jour que Trump disait « je reconnais Jérusalem comme capitale d'Israël », on dit tous nos accords avec Israël qu'on a signés de paix, on annule tout immédiatement, c'est tout. Parce que si on va pas sur un sujet direct, on s'en sortira jamais. Ouais, et c'est pas pour demain. En tout cas, il y a, d'après les informations qui circulent à Mar, il y a quand même un axe à surveiller qui, en tout cas, n'entendent pas lâcher Jérusalem. C'est le Liban, c'est le Hezbollah, c'est l'Iran. Voilà. Oui, mais non, mais je suis d'accord avec vous. Ça, c'est de la politique. Mais en attendant, les Arabes, il faut qu'ils se mettent une fois pour toutes. Soit on reconnaît l'État d'Israël, soit on le reconnaît pas. Soit on partage les territoires occupés, on partage la Cisjordanie en deux États, une fois pour toutes, et que la paix se fasse pour tout le monde. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que là, ils vont bombarder le Liban, ils vont bombarder la Palestine, ils vont avoir pour toi 7, 8, 9 milliards, et puis on repart sur le carnet de chèques. Et on va renvoyer du pognon. C'est pas la solution non plus. Avec les morts, bien entendu. Bien entendu. Merci Amar pour votre Allez, à vous, au revoir. Pour votre avis, en tout cas, très intéressant. Donc en direct sur France Planète. Dans un instant, on est de retour. On va parler un peu des Rohingyas parce que vous avez peut-être remarqué qu'on en parle beaucoup moins là, quand même depuis un certain temps. Et pourtant, la situation ne fait que s'accentuer, ne fait que s'empirer. En tout cas, on aura Jibril qui fait partie du comité AMEB, qui est le comité halte au massacre en Birmanie, qui revient justement tout juste du terrain, qui a rencontré donc les Rohingyas sur place au Bangladesh. Et il nous dira un petit peu quelle est la situation du moment, quelles est justement les nécessités, parce que c'est important. On a tendance à entendre différents appels. Puis il y a eu quand même cette sortie de Médecins sans frontières aujourd'hui, qui parle d'un massacre, hein, purement et simplement. Moins 700 enfants ont été tués
en un mois seulement par l'armée birmane. Ces chiffres donc qui sont terribles, que l'on va rappeler évidemment avec vous. On fera un petit tour aussi par l'Algérie parce que a priori il y a pas mal de manifestations, notamment dans les régions berbérophones, par rapport à un amendement donc au Parlement algérien sur Tamazirt. On en reparlera évidemment, puis vos appels bien sûr toujours et encore 01 40 33 9000, c'est votre rendez-vous, votre talk de fin d'après-midi, c'est le Grand Forum jusqu'à 18h. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct jusqu'à 18h, ravi de vous retrouver où que vous soyez d'ailleurs, dans le froid, la pluie, l'humidité quoi, le temps pourri en ce moment qui fait en France. Bon, allez, merci d'être avec nous, 01 40 33 9000 bien sûr pour vous exprimer, pour répondre notamment à cette question que l'on vous pose au lendemain de ce sommet réuni en Turquie à l'invitation d'Erdogan. Comment qualifiez-vous la réponse des pays musulmans qui appellent donc à reconnaître Jérusalem comme capitale de la Palestine? Voilà, c'est tout ce qui en est sorti finalement. Donc pas grand-chose. 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu votre avis, votre sentiment sur toute cette actualité chaude du moment sur Jérusalem. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Bonsoir Mohamed, comment allez-vous? Ça va et toi? Eh ben écoutez, ça va. Mohamed, je vous écoute. Ouais, excuse-moi, parce que le mardi dernier, je t'avais appelé concernant les chiffres du nombre de musulmans qui sera en croissance en France. Oui. Et j'avais dit que ces chiffres étaient bidons. Et après, il y avait un problème de réseau, donc on a été coupé. Donc, simplement, est-ce que vous connaissez Raphaël Liogier? Oui. Raphaël Liogier, vous l'avez invité, vous avez fait un débat, une conférence en 2015 à Marseille. Il a écrit un livre qui s'appelle Le mythe de l'islamisation. Il a un essai sur l'obsession collective. D'accord? Et il expliquait dans ce bouquin que... Allô? Je t'écoute Mohamed, vas-y. Ouais, non mais... Et ce bouquin, justement, que les chiffres étaient complètement truqués, que c'était complètement faux, qu'il n'y avait pas 6 millions de musulmans en France, que c'est un chiffre qui dure depuis 30 ans en elle-même, et en fait, c'est le contraire qui se passe, c'est qu'il y a la natalité, le taux de natalité chez les musulmans qui baisse, et qu'il y a de moins en moins de musulmans, d'immigrés musulmans qui arrivent en France et en Europe. Donc c'est complètement faux, et ça vient appuyer le mythe de l'immigration, du grand remplacement, le mythe de l'islamisation de l'Europe, en complicité avec les élites françaises et compagnie, quoi. Donc je vous invite à lire le livre de Raphaël Liogier, peut-être lui poser les questions à lui, quoi, directement, sur ce problème-là. Je te rappelle, Mohamed, que les chiffres que l'on a évoqués proviennent d'une étude réalisée par l'Institut américain. Écoute, c'est des chiffres qui sont répétés à longueur d'année depuis une vingtaine d'années, et vous les avez tenus vous-même sur cette radio, en tout cas, par toi ou un autre chroniqueur sur cette antenne. Le coût des 6 millions de musulmans, c'est un truc qui est répété tout le temps. Et c'est complètement faux. Et c'est aussi dans l'imaginaire et dans la mentalité des Français ici, de croire que le nombre de musulmans sera en augmentation. Ce qui est complètement faux. Bon, eh bien très bien, merci en tout cas de nous avoir donné ton avis, Mohamed. À bientôt. Excuse-moi, oui. je voudrais vous remercier. Pour la dernière fois, vous avez venu. Et franchement, je tiens à le féliciter. C'était une très belle intervention et j'espère que vous le réinviterez un peu plus souvent pour nous éclairer sur le problème de la Palestine. J'ai pas entendu de qui tu parlais, Mohamed. Pardon, ça a coupé. Sofiane. Ah, Sofiane, bien sûr, Sofiane. Mais excellente analyse, très bien, bravo. Ah oui, non, il y a du lourd quand même. Merci Mohamed. Ah ouais, je reconnais. À bientôt et bon après-midi, bon courage en tout cas. 01 40 33 9000. Je rappelle que nous recevrons dans un instant Jibril qui revient du terrain. Il a été rencontrer les Rohingyas. On va en parler avec lui du comité Ameb, qui est donc le comité halte au massacre en Birmanie. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Alors, c'est Nasser de Bondy. Bonsoir Nasser, comment ça va Nasser? Ouais, et toi? Ah bah écoute, ça va formidablement bien, on t'écoute Nasser. Ah bah tant mieux. Alors moi je voulais juste faire un petite annonce au niveau de tous les gens qui nous écoutent sur la radio. Une très belle radio, très belle analyse, très bon chroniqueur. Mais je veux leur dire que s'ils comptent sur les pseudo-arabes pour libérer la Palestine, ils se sont gourés complètement. Ceux qui ont libéré la Palestine par la grande puissance de Très-Haut, ce sera les musulmans. Et faut pas se leurrer.
Parce que les autres, c'est juste des comploteurs avec les Américains, les sionistes. Tout ça, c'est magouillé, arrangé entre eux, quoi. Bon. Nous, faut pas qu'on se brouille la tête avec ça. Ok. Palestine, elle sera libérée un jour. Merci Nasser, il y a beaucoup de bruit autour de toi, visiblement t'as la radio à fond derrière, hein, c'est très bien. Merci beaucoup. 01 40 33 9000, voilà, vous prenez la parole aujourd'hui. C'est un espèce de grand libertad, hein, jusqu'à 18h, on va faire un petit focus évidemment sur les Rohingyas, on va parler aussi un petit peu de ce qui se passe dans les rues algériennes avec ces manifestations quand même à évoquer ensemble avec vous. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, quel est votre prénom? Tariq. Tariq, vous nous appelez d'où, cher Tariq? Bondy. Je vous écoute, Tariq. Alors, moi, je vous appelle concernant la Palestine. C'était juste pour vous dire que c'est pas le problème que des Palestiniens, c'est un problème de tous les musulmans et chaque musulman sur terre. Je serais même tenté de vous dire, pas forcément que les musulmans, tous ceux qui sont, il y en a beaucoup, hein. Oui, voilà, je vous invite d'ailleurs à regarder l'appel du patriarche de Jérusalem, qui dit que les chrétiens eux aussi sont en danger. Oui, voilà. Et tous ceux qui sont pour la justice, rappelons-le, c'est pas une affaire de musulmans cette histoire. Exactement. Non, chaque être humain verra bien que Israël, c'est ce qu'elle est en train de faire là-bas, c'est inadmissible, quoi. On peut pas accepter. Et déjà, si on pouvait juste arrêter quelques produits israéliens, ça serait bien. Ça taperait une bonne gifle aux Israéliens et aux lobbies comme McDo, Marlboro. On va pas citer des marques, mais tout le monde les connaît. Déjà, ouais. Ça serait un grand pas vers en avant, quoi. Ouais, bah merci voilà. Tarek en tout cas, merci beaucoup et bon après-midi du côté de Bondy. 01 40 33 9000, c'est le numéro tout simple pour nous joindre et pour donner vous exprimer, vous donner votre avis évidemment. 01 40 33 9000. Moi j'ai envie que vous me donniez un petit peu votre sentiment sur cette réponse apportée par ces pays musulmans réunis hier en Turquie. Voilà, une réponse qu'on peut quand même discuter ensemble parce que quand même elle est quand même assez timide, quoi. Très, très timide, pour le coup. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Christophe Abdel. Bonsoir, Abdel. Comment ça va, Abdel? Salut. Ça va. Je vais te dire un petit truc qui s'est passé hier. Hier, j'ai participé à une émission sur l'Algérie, Israël et la Palestine. C'était où? J'ai voulu glorifier un peu l'Algérie parce qu'ils parlaient un peu mal, les gens. C'était où, Abdel? Sur quelle chaîne? C'était, une radio. C'était une radio. D'accord. Et donc, les Israéliens parlaient très bien d'Israël. Je les félicite. Et à ton avis, après moi, qui est venu derrière moi pour me casser du sucre quand je voulais valoriser un peu l'Algérie? Je rentre dans le mille. Ah, vas-y, dis-moi. Les Algériens. Ah bon? Les Arabes, ouais. À mort. Algérie pourrie, tu dis n'importe quoi, voilà. Et ça, c'est courant, hein. C'est courant. Hein. Alors maintenant, il s'agit de la Palestine. J'ai une question à te poser. T'avais annoncé dans ta radio. On voit que l'Algérie avait signé un papier oh là là, je l'ai au bout de la langue, à une réunion. Oui, pour la Hezbollah, c'est ça? Voilà, qui avait dit que ils étaient une organisation terroriste, alors qu'ils l'ont jamais qualifié comme ça. C'est pas une coïncidence après la déclaration de Bush? Pour toi, c'est une coïncidence? Alors, de Trump plutôt, mais c'est un peu plus compliqué que ça. On a enquêté évidemment sur cette affaire parce que c'est très délicat. C'est très compliqué. On en reparlera en tout cas au moment voulu pour vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Mais c'est pas aussi clair que ça par rapport au fait que l'Algérie effectivement aurait signé aux côtés des Saoudiens. On y reviendra, vous inquiétez pas. Ouais. Et avant, juste après, Trump fait une déclaration. Pour moi, c'est pas une coïncidence. Pour moi, je pense que certains pays arabes le savaient, et je pense que les derniers à vouloir un État palestinien à côté d'eux, ce sont les pays arabes. Oui, c'est vrai que on peut se poser la question aujourd'hui. Et quand je dis tout à l'heure que les leaders arabes ont lâché la cause palestinienne, pour le coup. Ouais, ça c'est pour moi et comme je te l'ai dit il y a très longtemps, je te disais mais c'est n'importe quoi, tout ce qu'on entend, c'est pas vrai. Pour moi, c'est monter de il y a qu'un seul but, une seule feuille de route, c'est prendre toute la Palestine, et le dernier recours, comme je te le dis, je sais que c'est mal vu, c'est que les Palestiniens se prennent en charge et déclarent une vraie guerre, pas aux civils, je le répète, envers les militaires israéliens, parce qu'il y a rien de pire que des milices, Christophe. Les milices est un fardeau pour les armées du monde. Quand il y a une milice qui se crée,
ça fait beaucoup de mal à une armée israélienne qui va et qui vient comme elle veut. Elle va et elle vient, hein, elle fait ce qu'elle veut. Elle n'a pas de problème, l'armée israélienne. Le jour où elle va rencontrer des Palestiniens qui vont vraiment lui créer un problème, ça va être un enfer. Je pense que là, Israël va se poser des questions en se disant est-ce que ça vaut le coup. Mais la suite de cette feuille de route, et quand je te dis, c'est ironique, hein, je te rappellerai, la mosquée, cette fameuse mosquée va être détruite. Il faut savoir qu'il y a des recherches qui se font en dessous de cette mosquée où les Israéliens récupèrent des œuvres d'art, des pièces pour montrer au monde, pour prouver que ça leur appartient. Il y a même des faux qui sont faits pour dire, vous avez vu, on retrouve des œuvres d'art, des vieilles pièces israéliennes qui prouvent que c'est chez nous. Ensuite, ils vont créer peut-être une fausse, un faux incident dans un mur ou dans un pilier. Ils vont dire maintenant nous sommes obligés de la détruire. C'est ce qui va arriver si les Palestiniens ne réagissent pas en tant qu'aujourd'hui résistants réels guerriers. Merci Christophe de m'avoir donné la parole. Bah, je t'en prie, avec toujours le même plaisir, mon cher ami. Bon, en tout cas, t'as donné ton avis, on l'a écouté en direct à l'antenne. Bon, un avis pour le coup assez tranché. 01 40 33 9000 pour écouter le vôtre, bien sûr, sur France Maghreb 2. En attendant notre invité qui arrive normalement, Jibril du comité Ameb Halte au massacre en Birmanie, qui sera avec nous dans un instant pour nous parler un petit peu du terrain. Allô, bonjour. Allô, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Latifa. Vous nous appelez d'où, chère Latifa? De Paris. Je vous écoute. Donc moi j'appelle par rapport à la cause palestinienne. Pour moi les pays arabes ne font rien, c'est la faute des pays arabes. Et ça depuis longtemps, ils font que parler. Des enfants volés, kidnappés, les vidéos tournent et personne ne bouge. Donc voilà, en tant que mère, ça me révolte. J'ai l'impression d'être impuissante. Et c'est les gouvernements des pays arabes qui on peut condamner les États-Unis, mais ça, je dirais que c'est normal depuis longtemps. C'est sur leur feuille de route. Mais c'est les pays arabes, ils font que du blabla et il n'y a pas d'acte. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. À mon niveau, j'essaye de boycotter. Et allô? Oui, je vous écoute, Latifa. J'essaye de boycotter tant que je peux, mais c'est voilà, en tant que citoyenne, c'est tout ce que je peux faire. Et on se sent impuissant. Voilà. Merci beaucoup Latifa, merci beaucoup. Merci. En tout cas pour votre appel, et c'est vrai qu'on peut comprendre cette détresse bien sûr qui peut surgir un petit peu chez chacune et chacun d'entre nous aujourd'hui. Mais bon, allez, ayons un peu de... Et surtout, on parle des droits de l'homme et des droits des enfants. Et chaque jour, des enfants sont kidnappés et personne ne bouge. Et c'est effroyable. Merci en tout cas à vous, merci. Et bon après-midi. Merci de votre écoute et restez fidèles à France Maghreb 2 et en particulier très au LGF. Fidèle à votre radio et continuez comme ça, je vous adore. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Au revoir Latifa. 01 40 33 9000, on va parler tout à l'heure des Rohingyas parce qu'il y a eu ce rapport de Médecins sans frontières quand même qui est sorti et qui évoque des chiffres absolument incroyables. En un mois, écoutez bien, 6700 Rohingyas auraient été tués et 700 enfants de moins de 5 ans. Ce sont des chiffres qui sont terribles. Terribles. On va en parler avec Jibril dans un instant, qui court visiblement, qui s'est un peu trompé d'adresse pour le coup. Bon, il arrive, en tout cas. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher monsieur. Quel est votre prénom? C'est Christophe? Oui, c'est lui-même, oui. C'est Nasser. Nasser, vous nous appelez d'où, cher Nasser? Du 77. De la Seine-et-Marne. On vous écoute, cher Nasser. Voilà. Je voulais vous dire que... Comment dire que vous avez parlé sur l'Algérie, comme quoi il y a des manifestations et des trucs, c'est normal, ça. Mais l'État algérien ne voulait pas faire des manifestations à Alger même. Mais dans les régions ailleurs, sur les 48 wilayas, c'est comme les départements ici, ils ont fait des grèves. Oui. Pour la Palestine. Oui. Maintenant, la nouvelle, samedi prochain, là. Oui, je l'ai dit hier. Samedi prochain, l'Algérie, le gouvernement algérien a autorisé les manifestations en soutien à la Palestine à Alger. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je voulais dire ça. Et il y a aussi, sur la Ligue arabe,
le roi de l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, ils n'ont pas été à la Ligue. Ouais. Bon. Ils ne sont pas manifestés, quoi. Ils ont donné de l'argent pour, dernièrement, là, en France, hier, ou avant-hier, ils ont donné de... Mais le président de la Ligue arabe, si je ne m'abuse, c'est un Saoudien, hein. C'est ça, hein. Bon, merci en tout cas. Ils ont donné de l'argent pour le... Ah bah oui, il donne beaucoup d'argent, ça c'est clair. Bon, merci à vous en tout cas. Merci de votre appel, à bientôt. 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2, bien sûr, vous continuez à nous appeler. On prendra vos appels dans un instant. On se met un petit morceau, pub, comme ça on laisse le temps à Jibril tranquille d'arriver. Et puis on va parler des Rohingyas, bien sûr, avec vous. Il revient tout juste du terrain, il va nous en parler. Et ce chiffre, hein, terrible, de Médecins sans frontières, en un mois, 6700 Rohingyas ont été tués en Birmanie, dont 700 enfants de moins de 5 ans. Ça fait mal quand même, hein. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusque 18h. Il est arrivé, ça y est, avec évidemment en ayant couru un petit peu. Salut Jibril, comment ça va? Salut, bonsoir, désolé à tous pour le retard. Bon, bonsoir Jibril, vous faites partie du comité AMEB, qui est le comité Halte au massacre en Birmanie. Je le disais tout à l'heure, vous revenez tout juste du Bangladesh, vous avez été du côté de Cox's Bazar, et rencontré donc... on peut appeler ça des réfugiés, en tout cas des Rohingyas qui ont fui la Birmanie suite aux violences que tout le monde maintenant a eu connaissance. Vous êtes allé les visiter pendant 2 semaines et demie. Qu'est-ce que vous y avez vu? Racontez-nous un petit peu ce qui se passe réellement là-bas. Alors, ce qui se passe sur place, au niveau des besoins des réfugiés, vous imaginez bien que 620 000 réfugiés qui sont arrivés dans l'un des pays les plus pauvres du monde, donc le Bangladesh, en moins de 2 mois. Forcément, c'est des besoins qui sont énormes et qui peuvent pas tous être couverts par le gouvernement ou par les ONG qui sont en permanence sur place. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Bangladesh en ce moment est assez accueille volontiers l'aide aux réfugiés, ce qui n'a pas toujours été le cas. Vous avez de grands besoins, bien entendu, en termes d'abri, puisque c'est des gens qui arrivent dans des terrains où il faut déjà l'hiver là on est en hiver là au Bangladesh, donc ouais. Les conditions sont pas forcément adéquates, quoi. Bah, il y a des besoins d'eau potable, de nourriture, d'abri, bien entendu, de protection contre le froid. Tout ce qu'on peut imaginer en fait avec un tel afflux de réfugiés, et puis également bien entendu des besoins en termes d'aide psychologique, puisque vous avez eu quand même plusieurs milliers de morts. Vous avez des gens qui ont vu des personnes de leur famille tuées, vous avez des gens qui ont vu des femmes violées également. Vous avez un grand besoin au niveau psychologique, notamment pour aider donc les femmes et les enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement là-bas? On dit, en tout cas certains organes de presse et certains membres aussi, alors pour le coup on va peut-être justement tuer cette info quelque part, que il y aurait des gens au sein des Rohingyas en Birmanie qui seraient armés. C'est vrai ou pas? Alors, vous avez un petit groupe. Il semblerait qu'il y ait un petit groupe qui se soit formé. Simplement, de l'avis général, et pas uniquement en Birmanie. Si vous vous adressez aujourd'hui à toutes les organisations qui connaissent le terrain de la Birmanie, ça c'est quelque chose qui a été monté par le gouvernement birman, qui surfe en fait aujourd'hui sur une vague. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui la vague on le voit notamment aujourd'hui, on le voit en Palestine, on le voit dans d'autres pays. Vous avez des pays qui démontrent des combattants qui ont subi des injustices pendant des décennies, qui les dépeignent comme des terroristes. Et en fait, en faisant ça, forcément, vous avez toute la communauté internationale qui ferme les yeux sur vos crimes. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Birmanie. Ouais. Alors, on parle quand même de plusieurs milliers, de gens qui ont été obligés de fuir dans des conditions d'ailleurs parfois dramatiques. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gens que vous avez rencontrés sur place au Bangladesh, qui vivent encore dans des conditions terribles, hein. Vous le disiez, vous rappelez tout à l'heure d'ailleurs, on est en plein hiver,
la boue, les pluies diluviennes parfois. C'est des conditions terribles, donc on peut appeler ça des camps qui sont au Bangladesh. Oui, ce sont des camps, notamment le camp de Kutupalong qui est le plus grand camp de réfugiés au monde à l'heure actuelle. Vous avez entre 620 et 650 000 personnes en fait qui ont fui en 2 mois. Et qui sont venus s'ajouter à environ 350 000 réfugiés qui avaient déjà fui différentes vagues de répression en 1978, en 1982, en 2012, pour ne parler que des plus violentes. Et donc aujourd'hui, vous avez le monde qui semble s'éveiller à un nouveau problème, alors que ce problème date depuis des décennies. Et il y a ces chiffres qui sont sortis au travers d'un rapport de MSF qui parle de 6700 Rohingyas tués en 1 mois. Et parmi ces 6700, 700 enfants de moins de 5 ans. Pour ce qui est des enfants, les chiffres précis, je peux pas bien entendu les confirmer. Maintenant, nous, nos contacts à nous, ce sont des Rohingyas. Ce sont des Rohingyas soit qui vivent encore en Birmanie, pour quelques-uns d'entre eux, une infime minorité, soit qui aujourd'hui ont fui également au Bangladesh. Et en tout cas, les plus de 6000 morts, c'est déjà ce que nous rapportions depuis des mois, alors que le gouvernement birman essayait de minimiser en parlant de quelques centaines de tués. Alors vous, c'est pas d'aujourd'hui que vous occupez des Rohingyas au sein du comité AMEB, ça fait quand même quelques années et que le problème persiste, perdure. Aujourd'hui, c'est vrai que l'actualité a été qu'il y a donc ces Rohingyas qui ont été obligés de fuir par milliers. On rappelle donc plus de 600 000 ont fui donc la Birmanie. Quand vous discutez avec ces gens, est-ce qu'ils ont l'espoir de retourner chez eux? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il n'y a aucun espoir de retour. Et quand vous entendez aujourd'hui le gouvernement birman qui dit que ils envisagent sous 2 mois de commencer à rapatrier des Rohingyas, c'est une hypocrisie totale. Vous ne pouvez pas, après des décennies de violence, après une vague de répression là depuis le 25 août, ce qui est sans précédent. Aujourd'hui encore, vous avez des Rohingyas qui fuient encore la Birmanie tous les jours et qui se rendent au Bangladesh. Et aujourd'hui, on est en train de... On va peut-être d'ailleurs expliquer comment il l'a fui, parce que c'est en prenant des risques incroyables, en traversant une rivière, en marchant pendant de nombreux kilomètres pour rejoindre le camp de Cox's Bazar notamment. Oui, c'est certains en bateau, d'autres à pied, en sachant que souvent ce sont des personnes qui ont déjà fui pendant plusieurs jours, donc le plus souvent à pied, qui ont fui donc à travers la forêt, la jungle là-bas, sans nourriture, sans eau potable. Ils arrivent à la frontière extrêmement affaiblis. Et arrivé à la frontière, oui, beaucoup d'entre eux veulent aller à Kutupalong puisqu'ils ont souvent de la famille là-bas qui a déjà fui précédemment. Ouais. Et quand ils arrivent en fait à la frontière, ils sont déjà dans des états. Enfin, certains d'ailleurs meurent en chemin malheureusement. Et vous avez aujourd'hui, quand ils arrivent à la frontière, des personnes qui sont déshydratées, qui sont dénutries, qui sont malades. Parfois blessés bien entendu puisqu'ils ont fui des combats, des massacres. Des massacres, oui. Justement, vous avez aussi rencontré des gens qui ont vu toute une famille, la leur en l'occurrence, partir devant eux, devant leurs yeux, des enfants qui ont vu leur mère se faire violer, des maris qui enfin plutôt des femmes qui sont en grand nombre d'ailleurs, je crois, parmi les gens qui ont fui la Birmanie, ce sont les femmes qui sont majoritaires. Oui, les femmes sont majoritaires parce que les hommes pour la plupart ont été voilà, souvent dans les villages qui sont attaqués, souvent vous avez on assassine d'abord, on tue d'abord les hommes et ensuite malheureusement souvent les femmes sont violées, parfois pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et donc effectivement vous avez comme on essaye l'armée essaye d'éliminer systématiquement les hommes pour ne pas avoir la moindre résistance, ne pas avoir la moindre résistance opposée à eux. Effectivement, dans les faits, vous avez plus de femmes et d'enfants qui survivent proportionnellement. Est-ce qu'ils sont sensibles, ces Rohingyas qui ont fui donc la Birmanie, à cet élan, j'allais dire international, qui s'est enclenché à l'issue du mois d'août, avec des ONG évidemment qui sont très présents, mais aussi avec des dirigeants du monde qui pour le coup ont parlé de nettoyage ethnique,
On le rappelle quand même à l'image de notre président Emmanuel Macron, mais pourtant rien ne bouge, rien ne change. C'est justement le problème, c'est qu'en fait il voit bien effectivement, et c'est quand même la moindre des choses, quand vous avez 650 000 personnes qui sont obligées de fuir des violences, forcément la communauté internationale ne peut plus rester silencieuse et aveugle. Mais dans les faits, eux ce qu'ils constatent, c'est qu'il y a aujourd'hui à l'heure actuelle rien de viable ne leur est proposé. Eux, bien entendu, leur pays c'est la Birmanie. Ils n'ont pas vocation à s'éterniser au Bangladesh dans des camps où concrètement ils ne peuvent pas travailler. Ils sont dépendants ils ne peuvent pas reconstruire une vie en fait. Ils sont dépendants de l'aide humanitaire. Mais aujourd'hui ils n'ont aucun espoir dans un futur proche de retrouver leur foyer. De toute façon, de leur point de vue, ils ne retourneront pas là-bas sinon pas la garantie que leur sécurité sera assurée. Or, comme je le disais, vous avez plusieurs décennies de propagande, de violence à leur encontre, qui forcément ne les incite pas à croire que du jour au lendemain ils seront les bienvenus et qu'on va leur rendre leurs droits. D'ailleurs, les revendications des Rohingyas aujourd'hui, ils s'organisent à l'intérieur des camps et ils ont des revendications qui sont très claires, qui sont le rétablissement de leurs droits, le rétablissement de leur nationalité qui leur a été retirée. Oui, parce qu'on rappelle qu'ils sont apatrides, hein. Oui, en 1982, en fait, une loi, alors que leurs aïeux vivaient là-bas depuis plusieurs générations, une loi, tout d'un coup, est venue, le gouvernement leur a confisqué leur carte d'identité pour leur remettre à la place des cartes de résidents temporaires, des cartes de réfugiés, comme quoi ils étaient des immigrés illégaux venus du Bangladesh. Et donc, bien entendu, eux, ce qu'ils attendent, c'est que leur sécurité soit assurée, et que les criminels, notamment les militaires, soient jugés et soient en tout cas mis hors d'état de nuire pour espérer un retour dans des conditions un minimum safe, un minimum sûr pour eux. Alors, Djibril, c'est vrai qu'on a tous quelque part des ambitions, des rêves, des prétentions. Quels sont leurs rêves à ces gens qui vivent dans ces camps aujourd'hui? Quels sont leurs espoirs? Quel est leur, j'allais dire, cette envie de se lever le matin et de construire quelque chose pour son avenir? L'espoir aujourd'hui, c'est un mot qui quelque part est, en tout cas l'espoir à court terme, est totalement banni de leur. Enfin, ils n'ont plus de rêve. Aujourd'hui, ils n'ont plus de rêve. Tout ce à quoi ils ont toujours aspiré, c'est de continuer leur vie en fait. Eux, ils n'ont jamais été dans des revendications extrêmement, qu'elles soient identitaires ou qu'elles soient économiques, politiques. C'est des gens qui simplement faisaient partie d'un pays et aspiraient à continuer à vivre leur vie dans ce pays, en Birmanie. Alors, vous allez y retourner, vous, en tant que oui, au mois de février, on y retourne, le collectif AMEB. Quel est aujourd'hui concrètement, parce qu'on entend beaucoup de choses de la part de différentes ONG, d'après ce que vous avez vu sur place, de quoi ont-ils besoin aujourd'hui? De quoi, comment, en tout cas, peut-on nous les aider? Aujourd'hui, les besoins sont divers. Vous avez notamment beaucoup d'associations d'ONG qui travaillent sur le plan médical, qui parlent en fonction, là, étant donné les conditions sanitaires sur place, qui parlent d'une crainte d'une épidémie de grande ampleur. Ouais. Donc il va falloir également s'occuper de tout ce qui va être sanitaire. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits par des ONG sur place, des latrines, des douches, mais c'est largement insuffisant en fait. Il faut imaginer ce que c'est que des centaines de milliers de personnes qui arrivent en très peu de temps. Aujourd'hui, il y a une urgence. Il y a également, malgré toute la nourriture qui a été apportée, vous avez même des gouvernements qui ont fait des dons, la Turquie, l'Indonésie, le Maroc. Vous avez également des besoins parce que en fait les nouveaux arrivants qui ne sont pas encore enregistrés souvent ne sont pas bénéficiaires de ces dons. Et vous avez bien entendu des besoins en termes d'éducation. Vous avez des enfants qui n'ont pas été admis, donc les ados n'ont pas été admis au lycée, ni au collège. Les enfants n'ont pas été admis dans le premier au primaire en fait depuis des décennies.
Et aujourd'hui, ils arrivent et ils sont réfugiés dans un autre pays et qui malheureusement ne peut pas prioriser leur éducation par rapport à celle de leurs propres enfants. C'est un pays très pauvre, le Bangladesh. Donc il y a de grands besoins en termes d'éducation, notamment si on considère que de toute façon pour le moment, ça va être très difficile à court terme de permettre à ces réfugiés de rentrer dans leur pays. Et donc par conséquent, eux ne veulent pas rester dépendants toute leur vie. Ils sont comme tout un chacun. Ils veulent pouvoir travailler, fonder un foyer, enfin avoir une vie un tant soit peu normale. Pour cela, il est nécessaire qu'ils aient accès à l'éducation. Alors, très important en tout cas de rappeler tout ça. Djibril, je rappelle que vous faites partie du collectif AMEB et depuis de nombreuses années vous vous êtes concentré sur les Rohingyas. D'abord, pourquoi vous êtes concentré uniquement sur les Rohingyas? C'est pourquoi? En fait, le collectif AMEB, il est composé de bénévoles qui se connaissaient avant sur des opérations relativement des opérations un peu de militantisme. Ouais. Et en fait, il se trouve que un jour, une sœur de Nantes est venue. Elle avait sa petite association. Elle est venue faire une petite manifestation qui parlait des Rohingyas. C'était à la mi-2012. Et en fait, on s'est tous appelés parce qu'on n'était pas au courant de ce qui se passait là-bas. Oui, c'était très peu médiatisé. C'était très peu médiatisé. Et nous, on était surpris parce qu'on était quand même, à notre niveau, on était quand même assez intéressé par tout ce qui était discrimination, par tout ce qui était les miséreux en fait dans le monde d'une manière générale et plutôt mobilisé. Et on a été un peu surpris de pas être au courant du problème, mais en fait quand elle est venue, il y a une centaine de personnes qui sont venues, donc elle a fait une manifestation à Paris, une centaine de personnes y a participé, dont nous. Et en fait, en partant, elle nous a dit voilà, moi j'ai ma petite association, je suis tout seul à la gérer, je pourrais pas m'occuper de ce problème. Moi je suis venu, j'ai essayé de faire entre guillemets ma part du travail, c'est-à-dire je suis venu, j'ai essayé de réveiller un peu les consciences. Ouais. Maintenant, il serait bien que d'autres associations prennent le relais. Et c'est ce qui nous a décidé en fait dans les jours qui ont suivi à monter le collectif AMEB et très rapidement on est devenu parce qu'on a quand même énormément travaillé sur la question, on a pris énormément de contacts, on s'est rendu sur place à plusieurs reprises et donc on est devenu l'une des associations référentes en termes de spécifiquement des Rohingyas. Pas uniquement, y compris d'autres minorités qui sont notamment dans l'État Shan et dans l'État Kachin, des minorités chrétiennes qui sont également persécutées à une échelle vraiment moindre aujourd'hui, heureusement, et c'est pour ça qu'on en parle moins. Nous et les médias, d'une manière générale, malheureusement, il y a une espèce de, que ce soit au niveau des ONG, des grandes ONG, que ce soit au niveau des médias, il est malheureusement souvent, on constate que c'est le buzz qui fait réagir les gens. Bah oui, alors, on l'a vu d'ailleurs au travers de l'action avec Omar Sy il y a pas longtemps là, ça a effectivement créé le buzz avec ces 24 heures ou 48 heures, je sais plus, d'action en tout cas pour aider les Rohingyas. C'est malheureusement, il y a comme ça que ça marche en tout cas, mais aujourd'hui, vous avez besoin de quoi vous concrètement pour continuer votre action, continuer à être présent sur place, continuer à les aider, les Rohingyas? Vous avez besoin de quoi aujourd'hui de la part de, si les auditeurs évidemment sont sensibles et je suppose qu'ils le sont, à votre action, à vos actions, comment peuvent-ils vous aider pour que bien ça puisse, j'allais dire, s'agrandir et que vous puissiez, j'allais dire, de manière plus tranquille répondre aux besoins? Alors la première chose, c'est qu'aujourd'hui, comme on vient de le dire, le buzz fait tout. Donc avant qu'Omar Sy, d'ailleurs c'est une très bonne chose qu'il soit parti là-bas. Avant qu'il aille là-bas, le soufflet était déjà un peu en train de retomber, si vous voulez. Oui. On commençait déjà à ne plus entendre parler des Rohingyas. On a tendance d'ailleurs à passer rapidement sur une autre actualité, vous avez remarqué. Tout à fait. Et du coup, tout ce qui va être tout ce qui permet de médiatiser le problème, et nous on travaille beaucoup justement là-dessus avec des comment dirais-je, des médias et des contacts qui sont sur place.
pour essayer de diffuser un maximum l'information. Donc déjà, ce qu'on demande à tout un chacun, c'est effectivement d'essayer de diffuser au maximum nos informations et celles des autres sites, à condition qu'ils soient sérieux, qu'on se retrouve pas dans une situation où parfois vous avez des gens qui, bien intentionnés, postent des photos qui ne sont pas en rapport avec le problème et qui du coup vous avez tout de suite des personnes qui cherchent à décrédibiliser les Rohingyas en disant que les informations sont fausses, notamment ça commence d'ailleurs par le gouvernement birman. Ensuite, bien entendu, nous on travaille sur place, on fait au maximum le maximum d'aide alimentaire, des abris, des distributions. Là, on a fait des distributions de couverture et de bois pour le chauffage puisque l'hiver est arrivé. Ouais. On essaye de. Vous avez besoin de dons alors pour ça. Place, et voilà, bien entendu, le côté les dons sont importants puisque ça reste le nerf de la guerre. Et vous avez évidemment, je suppose, ramené des images avec vous. Oui, à chaque fois qu'on travaille sur place, on essaye à la fois de ramener des témoignages et de ramener également, bien entendu, des vidéos de ce que nous faisons. Et tout ça, on peut le retrouver où? Sur Facebook, sur votre site? Oui, particulièrement sur la page du collectif Halt No Massacre en Birmanie sur Facebook, où on essaie de relayer au maximum nos informations et également d'autres informations qui traitent du problème et qui sont vérifiées. Halt au massacre en Birmanie, c'est le nom de la page Facebook que vous pouvez donc, et je vous invite fortement à suivre. C'est un collectif que je connais depuis de nombreuses années. Il y a des personnes vraiment. Vous avez cette particularité, vous êtes jeunes en plus, tous quasiment au sein de ce comité. On est entre la vingtaine et la trentaine. Ouais, c'est ça, vous êtes jeunes. Voilà. Bon, hein, pour le coup. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas Djibril d'être venu nous parler un petit peu des Rohingyas parce que il ne faut pas évidemment les oublier. C'est très important de continuer d'en parler, de les évoquer. Et merci de l'avoir fait. Et puis je suppose que après ton voyage au mois de février, tu reviendras nous voir. Donc pour nous dire un petit peu ce que tu as vu. Est-ce que tu as vu des choses qui se sont améliorées? Est-ce qu'il y a l'aide concrète qui arrive là-bas? Aujourd'hui, quand on dit qu'ils ont besoin principalement de médicaments, on n'est pas loin de la réalité? Il y a des besoins de médicaments, mais c'est la nourriture, par exemple, ça va? La nourriture, ça va pour 90% des réfugiés. Il y a quand même des personnes qui n'ont pas envie de rester dans les camps, qui essayent d'en sortir, qui essayent de se faire une vie un petit peu en dehors des camps. Et pour eux, c'est un petit peu plus compliqué, notamment ceux qui sont le long des routes. Mais le Bangladesh, le gouvernement du Bangladesh, de toute façon, n'a pas veut garder la mainmise et du coup n'a pas l'intention de les laisser s'éparpiller dans le pays. Ils veulent garder le contrôle et il est probable que bientôt ils seront également dans des camps. Merci Djibril en tout cas et bon courage en tout cas pour la suite et bravo pour ce que vous faites à l'ensemble d'ailleurs du comité AMEB. Collectif AMEB. Que je salue. Le collectif. Oui, c'est vrai que c'est un collectif, c'est pas un comité, collectif. Voilà. Merci pour la même chose. Merci beaucoup Djibril. À bientôt. Merci. Dans un instant, un grand Libertad vous sera proposé. Tiens, une grosse info là pour les amateurs de foot, c'est que la Ligue de foot vient d'autoriser l'arbitrage vidéo pour la saison prochaine en Ligue 1. Alors moi personnellement, je suis absolument pas fan de ce truc-là. Hein. Franchement, ça va retarder, ça va enlever quand même certaine magie dans le sport. Vous pouvez nous donner votre avis dans un instant, votre avis aussi sur l'Algérie, ces manifestations, notamment en Kabylie. On en reparle dans un instant, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous et j'espère que vous avez bien écouté parce que c'était très intéressant avec Djibril donc du collectif AMEB qui était avec nous il y a quelques instants sur France Maghreb 2. Avant dans un instant le Libertad version grande formule aujourd'hui, hein, on peut le dire. Un petit tour par l'Algérie comme promis puisqu'on n'en parle pas beaucoup. Les rues, en tout cas, grondent dans les régions, notamment berbérophones. Depuis quelques jours, des marches organisées par les étudiants et lycéens se succèdent en Kabylie, mais aussi dans le pays chaoui, pour protester contre le blocage par le Parlement algérien d'un amendement visant la promotion de Tamazight pourtant hissé au rang de deuxième langue officielle du pays en 2016. Donc, un amendement a été présenté par le Parti des travailleurs dirigé par Louisa Hanoun. Hier, 3 manifestations ont eu lieu, l'une à Batna dans les Aurès et les 2 autres en Kabylie à Bouira et Boumerdès. Plus précisément dans la capitale des Aurès, une marche organisée par des étudiants de l'université et des militants associatifs a été durement réprimée par les forces de l'ordre, regroupés devant l'enceinte donc de l'université. Vers 11h, quelques centaines de
manifestants ont voulu rallier le centre-ville pour exprimer leur colère. Les forces de l'ordre donc les ont empêchés. Un certain nombre d'entre eux ont été emmenés au commissariat. À Bouira en Kabylie, quelques 5000 étudiants de l'université ont battu le pavé de la ville en compagnie de représentants de certains partis politiques en entonnant plusieurs mots d'ordre qu'on peut entendre d'ailleurs régulièrement, genre pouvoir assassin, gouvernement terroriste, etc. La veille, des étudiants du département langue et culture Amazir ont vu leur tentative de marcher étouffée dans l'œuf par les forces anti-émeutes. Plusieurs étudiants d'ailleurs ont été blessés et d'autres interpellés. Ne voulant pas rester en marche, les étudiants de Boumerdès et de Tizi Ouzou et de Béjaïa aussi ont été un certain nombre à sortir dans les rues, notamment lundi, grosse manifestation qui pour le coup la police a laissé faire et tout s'est forcément bien passé. Alors pour le coup voilà, ces manifestations, je voulais vous en parler, c'est une manifestation principalement dans les régions berbérophones de l'Algérie. 01 40 33 9000 à cette question que l'on vous pose aujourd'hui par rapport à la réponse apportée hier en Turquie, ces pays musulmans qui disent vouloir reconnaître Jérusalem capitale de la Palestine. Est-ce une bonne réponse selon vous? Alors c'est assez partagé sur Facebook. Vous êtes 55% à dire non, c'est pas une bonne réponse du tout, alors que sur Twitter c'est un petit peu le contraire, 65% de oui. Voilà, vous continuez en tout cas à voter sur Facebook et sur Twitter, LGF officiel. Allô, bonsoir. C'est parti pour Libertad. Salut Christophe. Salut, prénom. Salim, de téléphone. Salut Salim, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi je voulais répondre, je voulais parler par rapport à l'Algérie et aux manifestations. Oui. Qui vont se passer là dans pas longtemps là. Mais je voulais parler d'un sujet qu'on oublie assez souvent, c'est les personnes handicapées. Les personnes handicapées. Ouais. On a tendance à les oublier. Et j'ai vu sur une vidéo, sur une chaîne, je pense que tu la connais, c'est un maghrébien. Ouais. Il y avait un reportage dessus qui racontait l'histoire de 3 frères qui ne sont pas sortis de chez eux durant 9 ans, qui touchaient 3 000 dinars par mois. Et donc le fait de 3 000 dinars par mois, je pense que c'est pas suffisant et que je pense que l'État algérien devrait faire un peu plus d'efforts. Tu dénonces en fait ici donc le fait que le pouvoir algérien, enfin le gouvernement algérien ne s'occupe pas ou ne s'intéresse pas trop aux handicapés sur place. Oui, exactement. D'accord. Merci Salim. Voilà. Merci en tout cas de l'avoir dit. Effectivement, voilà. Au revoir, à bientôt. 01 40 33 9000, c'est Libertad. Évidemment, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez nous dire en direct. Vous pouvez le faire évidemment. Nous appelons 01 40 33 9000. France Maghreb 2. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Quel est votre prénom, cher monsieur? C'est Rafik d'Aix-en-Provence. Rafik d'Aix-en-Provence. Soyez le bienvenu. Alors quel temps vous avez vous à Aix-en-Provence? Dites-moi, il y a du soleil là-bas ou pas? Alors bon, là il fait nuit, mais en tout cas il fait 15 degrés, il fait bon quoi. Oh là là là. Vous nous avez fait rêver pour le coup là. Hein. Bon, Rafik, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était juste par rapport à la question du jour, concernant la réaction que les pays musulmans ont eue pour de déclarer Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Ouais. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose dans le sens où il s'agit d'une réaction, alors qu'en réalité ça aurait dû être une action, donc préalable à la déclaration des Américains. Oui. Mais ça reste quand même une bonne chose dans le sens où ils se devaient de le faire, parce que s'ils n'avaient pas mené cette réaction, c'était comme si en gros ils agréaient le fait que Jérusalem devienne la capitale d'Israël. Voilà. Ouais. Merci Rafik pour nous avoir donné votre avis et continuez de rester fidèle et faites passer le message là du côté de Marseille. Il n'y a pas de souci. À bientôt. Passer le message. Très belle ville d'ailleurs, Aix-en-Provence, une très très belle ville. 01 40 33 9000 pour Libertad en version longue durée là pour le coup pour ce jeudi sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, bonsoir. 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 Oui, c'est moi-même. Quel est votre prénom? C'est Brahim, on suit sur Facebook avec aussi Ben Karmaoui. Brahim, comment ça va? Très bien, Christophe, ouais, je vais bien et vous allez bien? Impeccable, mon cher Brahim, on t'écoute. Voilà, je voulais t'en parler par rapport à la cause palestine. Oui. Est-ce que je peux en parler? Ça te dérange pas? Bien sûr, mais t'es en direct, mon ami, là. Je prends les appels sans filtrage, moi, ici. Merci, parce que j'ai écouté pas mal d'auditeurs qui disaient oui, il faut boycotter, il faut faire ceci, il faut faire des manifestations tout entières.
Après, moi, à mon avis, ça fait 60 ans qu'on a fait des manifestations, ça n'a pas résolu le problème. Moi, après, je me dis des fois que je pense que, vous savez, parce que des fois, pendant l'été, on se sacrifie, on part en vacances pendant un mois, 2 mois, on met de l'argent de côté, on va en partir. C'est vrai. Et au lieu de partir en vacances, moi, je pense qu'on prendrait un billet, on devrait partir tous en Cisjordanie et faire une manifestation pour la paix directement. Au lieu d'aller vers la famille au bled, oui, aller directement là-bas pour la petite, pour la paix, pour l'amour. La petite difficulté, Brahim, la petite difficulté quand même, qui est pas des moindres, c'est qu'il faut déjà pouvoir y entrer. Après, si c'est pour une bonne cause, ils vont, voilà, sur Jordanie, tu vas en Égypte, c'est quelque chose de, ça fait 60 ans, ça va durer, ça va perdurer encore, et peut-être ça va s'empirer même, je pense. T'as vu le mur de Berlin? Les gens, ils ont fait quoi, les gens? Ils sont partis, ils ont cassé le mur, ils sont déplacés, ils ont fait des choses. Il y avait pas que les Allemands, il y avait presque toute l'Europe. Voilà. Ouais. Ça, je pense que en faisant les choses, que ça va. Parce que je vois les gens, tu me dis, ouais, viens, on va manifester, on va aller dans Paris, ouais. Mais ça va changer quoi? Il y avait des anciens, ils ont fait ça, ils sont sortis, ça n'a pas résolu le problème. C'est empiré. Je pense que, voilà. Après, voilà, moi, tu sais, je sais que l'être humain est faible, hein. C'est dur de, voilà. Moi, je pense qu'il faut se sacrifier, il faut prendre un billet d'avion et partir. Merci, voilà. Brahim, en tout cas, pour, Voilà, cette proposition de Brahim, aujourd'hui sur France Maghreb 2. Merci beaucoup, Brahim. À bientôt, Brahim. À bientôt et bonne route en tout cas, puisque monsieur est en voiture. 01 40 33 9000. Vous voulez passer un petit bonjour à quelqu'un, nous dire ce que vous voulez, évidemment, réagir à l'actualité. Bien sûr, c'est possible en direct, maintenant, tout de suite, en nous appelant au 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, ça serait pour débattre à la radio. Oui, quel est votre prénom, cher monsieur? Sofiane. Sofiane, il nous appelle d'où, cher Sofiane? De l'autoroute A3. L'autoroute A3 qui est bouchée, je suppose, hein, Sofiane? De fou. Bon, alors on vous écoute, Sofiane. Qu'est-ce qui se passe? Bah, moi, je voulais parler de l'État français et de Jérusalem, capitale de la Palestine. Ah bon, alors dites-moi tout, racontez-moi tout, Sofiane. Bah, franchement, là, je suis énervé, mais énervé. Pourquoi énervé d'entendre ça, hein? Pourquoi t'es énervé, Sofiane? Bah, parce que déjà que Jérusalem, ils sont là, ils veulent prendre la Palestine. Enfin, c'est des complots, tout ça, et les gens, ils sont là à rentrer dans leur jeu, et franchement, c'est pas possible, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas d'accord, quoi. Franchement, chacun devrait rester à sa place, et voilà, quoi. L'État français, il devrait arrêter d'engrainer les gens à voter des choses comme ça, quoi. Le monde musulman est en train de se faire avoir par le reste du monde, comme c'est écrit dans le Coran, et ça c'est le commencement, et petit à petit chaque année il y a des nouveaux trucs. Sofiane, pardon, mais les premiers leaders musulmans, pour le coup, ont un peu abandonné la cause palestinienne. On peut le voir quand même dans l'actualité de tous les jours. Faut pas reprocher aux autres ce que soi-même on n'est pas capable de faire. Aujourd'hui, le monde arabe, le monde musulman, je veux dire, a carrément lâché la cause palestinienne, quoi, depuis longtemps d'ailleurs. Hein. Ouais, je sais, mais de là à ce que Jérusalem se déclare capitale de la Palestine, non, quand même pas. Enfin, franchement. Ah bah c'est eux qui ont proposé ça hier, hein. Voilà. Donc chacun se renvoie la balle en fait. Voilà. On en a pas fini. Ouais. C'est tout. Merci, Sofiane. Ouais, de rien. Allez. À bientôt. Ouais. Restons lucides et calmes, c'est important. 01 40 33 9000, bien sûr, dans le cadre de Libertad sur France Maghreb 2. Il nous reste 3-4 minutes là. Hein. C'est bon là, hein, ça dure, c'est bien. Vous avez la possibilité de vous exprimer, de prendre la parole. France Maghreb 2 vous la donne en tout cas, en toute liberté. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Allô? Oui, cher monsieur, quel est votre prénom? Oui, bonsoir. Karim de Montreuil. Bonsoir Karim de Montreuil, qu'est-ce qui se passe, Karim? Voilà, donc moi c'est juste pour témoigner pour la cause palestinienne. Je pense, c'est que mon avis, que la Palestine a été perdue il y a pas mal de temps, pas mal de années. On va dire, j'étais même pas né. Ouais. Et à partir de là, on l'a déjà perdu. Et ce qui va arriver, à mon avis, ça va toucher les autres pays. Tout ce qui est voisin d'Israël, je pense qu'ils vont être impactés dans les années à venir. C'est que le début d'un long processus. Bon, l'avis de notre ami Karim. Merci beaucoup, voilà, Karim. Merci à vous. À bientôt du côté de Montreuil. 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr, pour prendre la parole en toute liberté dans le cadre de Libertad sur France Maghreb 2 ce jeudi après-midi. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Nasser de Paris. Salut écoute, Nasser. Christophe, voilà, je voulais juste vous passer le bonjour parce que tout ce qui se passe,
c'est bien sûr grâce à toi, parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel, et je voudrais vraiment passer ce message pour te soutenir et te dire merci pour tout, Christophe. Tu es quelqu'un d'exceptionnel et continue toujours comme ça. Et tout le monde est avec toi. Et merci beaucoup. Merci Nasser, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est bien sûr grâce à toi, parce que c'est toi. Non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à la radio surtout. Mais des piments, tout ça, c'est bien. Vous êtes vraiment exceptionnel. Le folfol, mon ami, des bons folfol. Je suis vraiment très content d'avoir quelqu'un à la radio comme vous. Eh ben, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup, Nasser. C'est très gentil. Merci beaucoup. Bonne soirée, Nasser. Avec plaisir. Allez, on aura l'occasion de se manger un bon folfol, un de ces quatre. Merci beaucoup, Nasser. Merci. À bientôt. 01 40 33 9000. C'est grâce à vous, évidemment, parce que c'est vous qui êtes formidable. C'est vous qui faites vivre cette émission, messieurs, dames. Oui, oui. De par, justement, vos prises de parole, par votre liberté aussi, hein, qui est bien présente pour le coup, hein, sur France Maghreb 2. C'est pas parce que je travaille ici que je fais, voilà, je suis pas à l'Èche-Bot, vous me connaissez maintenant depuis de nombreuses années, mais c'est vrai qu'ici, France Maghreb 2, on a cette liberté, et il faut avant tout remercier les responsables de cette radio avant tout. Alors bonsoir, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Mohamed de Montreuil. Bonsoir Mohamed, comment ça va Mohamed? Ouais, ça va, c'est celui qui adore ta voix, et je rejoins ce qu'il a dit la personne là à l'instant. C'est exceptionnel ce que tu fais. Et ce que vous faites, pardon. Ouais, oui, c'est un travail collectif. Je voulais juste un détail qui n'a rien à voir avec la Palestine, mais c'est juste avec une réunion qui a été faite en Algérie sur le football. Oui. Et comment s'en sortir. Alors, il y avait 2 journalistes qui se sont présentés à la grande conférence qui a été établie. Et sur les 2 questions, il y avait une question religieuse, et la deuxième question, c'était le Ballon d'Or 2017. Ouais. Christophe, personne n'a répondu à cette question. C'est des professionnels du sport. Ouais. Tiens, justement, pour le football algérien, personne n'était capable de répondre. Le Ballon d'Or, il y en avait un qui a répondu, il a dit le Ballon d'Or en Algérie ou dans le monde. Ouais. Alors voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais dire. Ça m'a un peu. Tiens, petite question. Tu sais qu'on vient d'apprendre que la Ligue de football avait autorisé l'arbitrage vidéo pour la saison prochaine en Ligue 1. T'es favorable toi ou pas? Ouais, je suis très très favorable. Mais bon, ça va perdre du temps. Ça va un peu nous retirer un peu cette magie, ouais. Cette magie du football. Mais bon, pourquoi pas? Parce que bon, je suis favorable. Après, ça concerne que moi, quoi. Merci à toi en tout cas, et bonne soirée Mohamed, à bientôt. Je te remercie Christophe, et continue comme ça, merci beaucoup. Hein. On va continuer, t'inquiète pas, merci beaucoup. Tant que vous êtes là, nous on est là, merci beaucoup. Et bien voilà, se referme ainsi cette émission de ce jeudi, le Grand Forum, qui fut très sympa avec vous en tout cas, parce qu'on vous a entendu en nombre, vous êtes exprimés, beaucoup d'entre vous nous ont appelés pour nous donner leur avis, et on continue évidemment de rester vaillants, ayant le regard tourné vers une actualité parfois compliquée, difficile à décortiquer, mais on essaie en tout cas de la comprendre ensemble de la manière la plus simple possible. Chaque jour entre 16h et 18h, je vous souhaite une excellente soirée, je vous laisse entre de bonnes mains, puisque notre ami Medjed revient dans un instant, arrive plutôt, pour sa bonne humeur légendaire, et heureusement qu'il est là, tiens, pour redonner un peu de sourire à beaucoup de gens. Notre ami Medjed pour 2 heures durant vous gâter, vous amuser et vous divertir. Merci d'écouter France Maghreb 2 à Paris comme partout ailleurs. Vous avez raison d'ailleurs de nous écouter. Il est 18h, Marine Garel pour le Flash. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Quelle piste de travail pour mieux accueillir les réfugiés en Europe et éviter les drames des migrants en Méditerranée? Les États membres de l'Union européenne participent à un sommet pour en discuter, et parmi les solutions, une coopération accrue avec la Libye. Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert a renvoyé aujourd'hui aux régions le versement ou non d'aide au maintien dans l'agriculture biologique, et estimé qu'il faudrait voir où la France en serait dans 3 ans avant d'anticiper l'arrêt de l'herbicide glyphosate. Il répondait à la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui a réclamé mardi le rétablissement des aides consenties par l'État aux agriculteurs bio pour pérenniser leur exploitation. Celles-ci vont être supprimées à partir de 2018. Le procès de l'ancien député et secrétaire d'État Georges Tron, accusé d'agression sexuelle et de viol, il se poursuit devant les assises de Seine-Saint-Denis cet après-midi. La Cour a interrogé notamment l'une des plaignantes, Virginie Etel.
Un nouveau projet pour l'association Auberge des Migrants à Calais. L'association d'aide aux migrants met en place un bus équipé d'un routeur Wi-Fi, ce qui permettra à une centaine de migrants de se connecter à Internet en même temps. Pouvoir parler à ses proches, surfer sur Internet pour connaître ses droits ou s'amuser quelques heures, c'est tout aussi important qu'un repas chaud selon l'Auberge des Migrants. Harvey est mon monstre aussi. C'est par cette tribune que l'actrice mexicaine Salma Hayek accuse à son tour Harvey Weinstein dans le New York Times. Elle affirme elle aussi avoir été harcelée par le producteur américain Harvey Weinstein qui dément ces nouvelles accusations. Sans coup de pouce, le SMIC horaire devrait augmenter de 12 centimes au 1er janvier 2018 pour s'établir à 9,88 € brut, selon une estimation. L'augmentation serait alors de 1,24%, soit la plus forte hausse du SMIC depuis juillet 2012. Cette revalorisation sera annoncée officiellement mardi prochain. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.